Beaucoup de joueurs estiment que le principe de l'ouverture est de jouer idéalement un maximum de coups théoriques dans les plus grandes lignes connues, et que le premier joueur à effectuer un coup secondaire ou jouer une ligne jugée inférieure a réalisé une concession. Et lorsque leur adversaire n'a pas suivi un coup théorique recommandé, ils y voient une victoire de l'ouverture. Ce biais cognitif directement causé par les évaluations des ordinateurs conduit à mal comprendre la différence très importante entre jugement objectif d'une position et chance pratique de victoire. À l'ère romantique des échecs, au milieu du 19e siècle, des joueurs comme le légendaire Paul Morphy, dont vous voyez une partie à l'écran, gagnaient brillamment par des lignes à sacrifice, aujourd'hui jugées douteuses à la lumière des ordinateurs. De nos jours, on entend beaucoup dire qu'à cause des progrès de la théorie, et notamment les performances des machines qui permettent de mieux comprendre les problèmes de certaines lignes, voire de les réfuter, certaines ouvertures ne sont plus praticables en tournoi. On entend parfois même dire qu'une ouverture comme le Gambit Roi n'est plus jouable. J'aimerais vous montrer pourquoi ce point de vue est complètement erroné et de manière plus générale pourquoi le premier joueur à mettre l'adversaire hors préparation de façon raisonnable est en fait presque toujours celui qui prend l'initiative, pour peu que lui soit encore dans les sentiers battus. J'aimerais vous montrer pourquoi jouer une position théoriquement perdante mais au sein d'une jungle de variantes tactiques compliquées et qui vous est familière mais ne l'est pas à votre adversaire et où la moindre erreur est fatale, va presque toujours vous rapporter un bien plus grand ratio de victoire que de jouer une position à petit avantage net au 18e coup d'une grande ligne célèbre. Bien sûr, quand je parle de sortir raisonnablement de la théorie, il faut préciser cela. Il ne s'agit pas de jouer n'importe quoi. L'idée générale est la suivante. Lorsque vous jouez précisément les grands coups recommandés par la théorie, la probabilité que votre adversaire connaisse la réponse classique au dernier coup que vous venez de jouer est beaucoup plus grande. Ou à défaut, il aura davantage de chances de comprendre au moins les grandes idées de la position. Et la qualité de ses coups n'en sera que meilleure. C'est d'autant plus frappant lorsque vous êtes plus fort que votre adversaire. Vous allez jouer par exemple avec lui 17 coups de théorie et votre adversaire n'aura jamais joué à son véritable niveau. Vous ne l'aurez pas puni pour les erreurs qu'il aurait dû commettre. De plus, tant que vous et votre adversaire suivez les grandes lignes de la théorie, vous jouez en général pour la prise d'un avantage minime. Chaque coup théorique que vous jouez est certes un coup solide voire parfait, mais laisse ensuite à votre adversaire la possibilité de vous imposer sa ligne à lui. Je vais étayer ces propos plus en détail en parcourant une ouverture qui illustre parfaitement ce sujet, le Gambit Roi. Le Gambit Roi commence par un coup généralement déconseillé à l'ouverture, F4. Les blancs amoindrissent quelque peu la sécurité de leur roi en se créant éventuellement quelques faiblesses sur case noire. En contrepartie, ils espèrent obtenir la pression sur le pion F7, notamment par la venue de la tour en F1 et du fou en C4. Et le développement du cavalier derrière le pion sera rendu en soi quelque peu plus harmonieux. Dans les médias, après F4, le pion E5 n'est cependant pas menacé à cause de l'échec Dame H4. Mais avant d'aller plus en profondeur dans les détails propres à l'ouverture, j'aimerais faire un bilan plus abstrait. Celui des connaissances moyennes des blancs et des noirs depuis cette position. Parlons brièvement de statistiques. Après E4, E5, cavalier F3 est joué les 2/3 du temps par les blancs. Le deuxième coup le plus populaire est en fou C4 avec seulement un peu plus d'une partie sur 10 environ. Un adversaire jouant le coup E5 devra donc occuper l'essentiel de sa préparation sur un coup comme cavalier F3. Peut-être a-t-il misé l'essentiel de son répertoire sur la défense Petrov, cavalier F6. Ou encore peut-être a-t-il constitué l'essentiel de son répertoire sur cavalier C6, misant sur le fait qu'ensuite fou C4 et fou B5 sont les coups les plus joués. Les théories sur ces lignes célèbres sont très riches et beaucoup de joueurs se perdent à les étudier très en profondeur. Mais encore peut-être mise-t-il l'essentiel de son succès sur le gambit laiton, après cavalier F3, F5. Votre adversaire a peut-être aussi une arme toute prête. Les possibilités sont nombreuses, mais après cavalier F3 sont essentiellement les noirs qui dirigent la suite des événements, en encadrant par les coups suivants les possibilités qu'ils permettent aux blancs. Quoi qu'il en soit, il est raisonnable d'imaginer que l'essentiel des connaissances des noirs tiennent en moyenne dans les lignes suivant cavalier F3. Je vous invite donc à un premier constat. Lorsque vous jouez F4, vous coupez l'essentiel du répertoire de votre adversaire à la racine. F4 n'étant joué qu'une fois sur 10, on peut approximativement dire que vous sabotez instantanément 90% des connaissances de votre adversaire. Et ce, juste en un seul coup, ce coup F4 qui s'écarte du coup principal attendu. Et bien sûr, il s'agit de statistiques générales qui ne tiennent pas compte de l'adversaire particulier que vous avez en face de vous. Vous pourriez très bien tomber, manque de bol, sur un adversaire qui joue lui aussi le Gambit Roi avec les blancs. Et qui par conséquent sait très bien comment lutter contre. Bien sûr, on aurait pu tenir le même raisonnement pour E4, E5, D4.
introduisant notamment le gambit danois. La liste des ouvertures ayant le genre de vertu que nous allons exposer est assez longue. Attention, je précise que votre adversaire a tout de même probablement une préparation contre F4. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, prenons un arbre représentant le répertoire de votre adversaire, selon son point de vue à lui. Et commençons, après E4-5, par le tronc principal cavalier F3. On se met du point de vue de l'adversaire, il a déjà prévu son coup sur cavalier F3, disons qu'il joue cavalier C6. À ce stade, sur chaque réponse des blancs, il sait ensuite ce qu'il va jouer. Disons que sur fou C4, il a prévu cavalier F6, que sur D4, il a prévu E prend D4, que sur fou B5, il a prévu A6, etc. Je vais me contenter de 2 ou 3 coups à chaque fois. A nouveau, si on revient à la ligne fou C4, cavalier F6 sur n'importe lequel des 3 coups blancs, cavalier G5, D3 et D4, il a aussi prévu une réponse. De même sur les 3 coups possibles des blancs après la capture du pion suite au coup D4. Et de même sur les coups des blancs suivant A6 de la ligne fou B5. Etc. Je n'ai bien sûr plus donné de coups précis dans la suite de l'arbre, puisque c'est donné à titre illustratif pour appuyer mes propos pour la suite. Maintenant, dans chaque ramification de cet arbre, votre adversaire atteint une limite de connaissance, au-delà de laquelle il n'a plus de préparation. On dit qu'il est hors book. Je prends un peu d'avance pour la suite, mais c'est un moment particulièrement critique et intéressant, puisque l'adversaire est alors livré à ses propres capacités et ne peut plus vraiment faire appel à sa mémoire. C'est typiquement dans ce genre de situation, et plus précisément quand la position est complexe, notamment d'un point de vue tactique, que l'adversaire va commettre des bévues. Et maintenant, si vous êtes dans votre répertoire, vous allez savoir punir l'adversaire pour l'erreur qu'il commet. Vous commencez à entrevoir l'enjeu. On va y revenir. Alors bien sûr, l'exemple que je vous montre à l'écran, il est caricatural. On n'a pas besoin ici de connaissances théoriques pour punir la gaffe des noirs. Mais ça va devenir particulièrement pertinent lorsqu'on va étudier quelques lignes critiques du gambit roi, et où les erreurs fusent mais pour des raisons subtiles. Maintenant, revenons sur l'arbre des variantes. Alors on va dézoomer un peu et on va symboliser poétiquement chaque coup de chaque ramification où l'adversaire est hors book par une feuille avec un point d'interrogation. Ça et là, on observe, au sommet de cet arbre, quelques feuilles qui dépassent et qui correspondent aux quelques parties célèbres que l'adversaire a analysées dans cette ligne et a encore en mémoire. Ou aux parties qu'il a précédemment jouées, qu'il a approfondies pour parfaire sa variante et dont il se souvient. Alors mon exemple, je le répète, il est très caricatural, d'ailleurs il ressemble plutôt à celui qu'on imaginerait pour un grand maître. Mais pour notre propos, ça ne change rien et ces concepts sont parfaitement applicables à tous les niveaux. Maintenant, il ne faut pas oublier que toute cette portion de l'arbre qu'on vient de réaliser, elle ne correspond qu'à la variante cavalier F3. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un deuxième tronc, rapidement, depuis la base, à partir de E4-5, mais cette fois avec F4. Et bien, avec tout ce que j'ai dit en introduction sur les statistiques du coup cavalier F3 par rapport au coup F4, voilà à quoi il ressemblerait. Vraisemblablement pour un joueur moyen. Alors j'insiste encore, cette représentation est une moyenne. Pour tel joueur, il va plutôt ressembler à ça. Pour tel autre, plutôt à ça. Peut-être parce que tel joueur se sera amusé à approfondir un peu plus la ligne F4, charmé par la romance de l'étude des parties célèbres. Un autre parce qu'il a pratiqué un peu le gambit roi. Mais pour l'essentiel, 65% de la quantité des variantes connues devrait en tout cas être contenue dans le tronc cavalier F3. Et certainement pas dans la ligne F4. Et ce pour une raison simple. Si après E4-5, cavalier F3 est joué 2 fois sur 3, alors n'importe quel joueur a tout intérêt à passer la majorité de son temps à se préparer dessus pour maximiser ses chances de gagner la plupart de ses parties. Vous avez naturellement tout intérêt à proportionner votre temps de travail à l'ouverture sur ce qui a le plus de chances de se produire. Maintenant, vous venez de jouer F4 et ce faisant, vous avez brutalement élagué l'arbre de votre adversaire. Mais que peut-on dire du vôtre? Maintenant, après E4-5, F4 c'est votre répertoire, donc vous êtes toujours dans l'ensemble de vos connaissances. Votre arbre, après F4, il a encore toute sa taille, mais celui de votre adversaire est largement diminué. Mais il faut maintenant relativiser ce qui vient d'être dit. À leur tour de jeu, les noirs disposent de beaucoup de réponses possibles. Essentiellement parce qu'F4 ne menace pas la capture du pion E. Par conséquent, les blancs ont dû répartir leurs connaissances après F4. Ils ont dû étudier, entre autres, bien sûr la capture, mais également le coup tranquille cavalier C6, ou encore le tranchant contre gambit Falber, D5. Et les noirs, eux, savent précisément quel coup ils vont jouer. La réplique principale des noirs est la simple capture du pion. C'est d'ailleurs dans ces lignes que se situerait la prétendue réfutation du gambit. Mais c'est également le coup le plus joué, et c'est donc là que les blancs seront le mieux armés. De plus, pas de chance, c'est aussi dans ces lignes que les blancs peuvent rendre le jeu le plus tranchant possible. On y reviendra plus tard.
Alors mon schéma, il rend pas bien compte des proportions de connaissances de chaque joueur dans chaque variante. Mais pour simplifier, si les noirs ont fait de E prend F4 leur répertoire principal, alors par ce coup, ils doivent garder à l'esprit qu'il n'est là qu'une maigre portion des connaissances des blancs. Notamment s'ils rentrent dans la grande ligne avec G5, par D6 ou pas. Si bien qu'à leur tour de jeu, ce sont les blancs qui potentiellement peuvent élaguer une grande partie des connaissances des noirs, si leur répertoire est constitué d'une petite ligne comme Fou C4 par exemple. Et alors les blancs devraient vraisemblablement plonger les noirs hors préparation en premier. Finalement, si on en revient à F4, les noirs, pour élaguer le répertoire des blancs, auraient en fait tout intérêt à avoir un répertoire rare d'emblée, comme D5 par exemple. Ce faisant, ils se donnent d'excellentes chances de mettre finalement les blancs hors théorie. Alors même que c'est fondamentalement une grande force du gambirois pour les blancs à la base. Mais somme toute, ils auraient alors payé un prix. En effet, D5 est objectivement un coût inférieur. Objectivement, ce que ça signifie, c'est du point de vue de la théorie, ou l'évaluation d'ordinateur si vous préférez. Ce que ça implique en gros, c'est que si les blancs avaient tout de même après D5 à peu près autant de connaissances que les noirs, alors à niveau de jeu égal, les noirs ont beaucoup plus de chances de perdre. Il faut interpréter ça de la manière suivante. Chaque coup joué à l'ouverture peut être vu sous deux angles principaux. L'angle de sa valeur objective, dans l'absolu, que je vais définir par l'évaluation d'ordinateur, et l'angle de la diminution des connaissances qu'il inflige à l'adversaire. Chaque déplacement à l'ouverture est comme un coup de sécateur taillé dans l'ensemble des connaissances de votre adversaire. Plus le coup est rare, plus le sécateur découpe un gros morceau dans les connaissances de l'adversaire. Mais plus vous devez payer le prix, en général, d'un coup objectivement moins bon. Vous comprenez maintenant l'essentiel de l'enjeu, il s'agit de tailler suffisamment fort avec le sécateur tout en payant le prix minimal du point de vue de la dévaluation de votre position. C'est un compromis. On veut obtenir le rapport prix-connaissance coupé minimal, sans pour autant jouer un coup théorique dans la mesure du possible. Alors mon rapport entre le prix du coup et la rareté du coup, il est bien joli, mais il suffit pas du tout. Pour s'en convaincre, on a juste à prendre l'exemple d'une sicilienne et puis se demander pourquoi on jouerait pas simplement H4. L'évaluation, elle a encore pas trop chuté, et puis je suis certain que les noirs, ils sont hors book. Donc a priori, mon rapport, il est très bon. Ce qui se passe, c'est que si vous faites une préparation avec un coup rare, voire jamais joué, mais qui ne pose aucun problème, ni tactique, ni stratégique à votre adversaire, alors vous n'allez pas obtenir les compensations pratiques voulues, et ça n'a pas d'intérêt. Dans l'exemple que je montre, on voit très mal comment H4 va poser des problèmes pratiques aux noirs, même si les blancs ont travaillé la variante 200 heures et connaissent parfaitement 7 ou 8 coups dans toutes les lignes. Le but est de créer l'erreur chez l'adversaire pour ensuite la punir. Maintenant, depuis cette même position, on va comparer avec un autre coup rare. B4. Alors l'évaluation, elle va chuter, Objectivement, c'est pas un très bon coup. Mais alors vous allez voir que d'un point de vue pratique, c'est d'une puissance inouïe. Déjà, du point de vue des statistiques, le coup il est joué alors d'une fois sur 100. Donc on n'a pas payé très cher, on a bien foutu les noirs hors book. Maintenant, la différence, c'est que 90% des joueurs vont avoir les mêmes réactions naturelles, donc le répertoire il est restreint. Et deuxième point important, coup après coup, la marge d'erreur elle est grande pour l'adversaire. En gros, les noirs, après 2-3 coups naturels, vont être rapidement contraints à une séquence de coups forcés. Et où la moindre erreur va coûter très cher, et pour des raisons qui ne sont pas forcément évidentes d'ailleurs. En gros, le raisonnement est le suivant. Si votre adversaire est contraint à 6 ou 7 coups forcés d'affilée dans une position qu'il ne connaît pas, alors il a de grandes chances de se tromper au moins une fois dans la séquence. C'est un peu comme lancer un dé 7 fois d'affilée, on attend juste que le dé tombe sur 6 une fois. Ça peut arriver au premier lancer, au troisième, au sixième, mais ça a de très grandes chances d'arriver au moins une fois. Maintenant, je rappelle que le cœur du raisonnement, c'est qu'il faut être capable alors de punir l'adversaire, ce qui implique une petite préparation en amont. Alors maintenant, cerise sur le gâteau, on va revenir sur B4 et je vais vous poser une question simple. D'après la base de données Light qui est grossière, je suis d'accord, mais le principe est le même si on va sur ChessBase. Il faudrait aussi préciser la tranche et l'eau, mais bon, peu importe pour notre propos, c'est du détail. Quel est, à votre avis, le coup qui, depuis cette position, a la meilleure statistique de victoire? La Rossolimo avec Fou B5, la vieille sicilienne avec Fou C4. Bon, allez, à ce stade, je pense pas vraiment vous prendre à contre-pied, c'est B4. Et pourtant, du point de vue de l'évaluation de l'ordinateur, je précise que c'est l'un des pires coups de la position. Cette différence, elle est impressionnante et je trouve qu'elle met vraiment bien en valeur la différence entre évaluation d'une position et chance pratique. Jusqu'à maintenant, je vous ai surtout montré des lignes inférieures qui allaient poser des problèmes tactiques à vos adversaires.
Mais en fait, il est tout à fait possible que votre compensation pour la ligne inférieure, vous l'obteniez par une meilleure compréhension positionnelle que votre adversaire, qui a fait l'objet d'une étude en amont par votre préparation de la ligne. Il y a une ligne que j'aime beaucoup dans la Caro-Kann du point de vue des blancs, c'est la ligne cavalier E2. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais elle fait exactement partie de ces petites lignes rares qui prennent les noirs à contre-pied sur leur plan naturel. Si vous vous souvenez essentiellement de ce que j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, après les poussées centrales, les noirs veulent sortir leur fou en F5. Cavalier E2, c'est un coup qui coupe l'idée des noirs à la racine, puisqu'après cavalier G3, on va balancer une marée de pions. Et pour le dire clairement, si les noirs réagissent mal, ils vont se retrouver avec une poubelle. C'est typiquement le genre de ligne où vous n'allez pas nécessairement punir tactiquement votre adversaire, mais parce que vous connaissez vous cette ouverture et pas lui, vous allez avoir une meilleure compréhension positionnelle et vous serez globalement plus à l'aise pour trouver les bons coups. Là, pour avoir les statistiques du coup cavalier E2 dans la base de données Light j'ai carrément dû aller voir dans la base des maîtres, parce que paradoxalement le coup est si rare qu'il figure même pas dans la base de données Light des joueurs. Et le coup cavalier E2 donne aux blancs 5% de chance de gagner en plus que la ligne principale. C'est énorme. Et du point de vue de l'évaluation de l'ordinateur, la concession elle est minime, on passe de 0,5 à 0. Alors voilà, avec tout ce que je viens d'expliquer, on est bien armé pour commencer le gambit roi. On commencera ça dans la prochaine vidéo. Vous verrez qu'on va allier dans pas mal de variantes essentiellement les deux facettes de ce que je viens de vous montrer en exemple. Finalement, pour clore la vidéo, j'avais envie de vous montrer une de mes propres parties où j'ai appliqué ce principe. Je joue contre le maître international Jerez Pérez Alfonso au 10e Open international de l'affaire en 2011. J'ai les blancs. À l'époque, j'ai 15-16 ans et je connais très peu de théorie d'ouverture. C'est la première fois que je joue contre un maître et je sais que j'ai plutôt intérêt à m'écarter très vite des sentiers battus avec une petite ligne inférieure plutôt que de jouer les grands coups classiques et de me faire massacrer en jouant indirectement contre un livre. Armé de cette philosophie, j'avais préparé une petite sortie d'ouverture peu connue et rapide. Dans cette position de base de la sicilienne, j'avais préparé la petite sortie Dame prend D4. C'est une ligne qui est très peu jouée, une partie sur 20 environ. Même du point de vue de l'ordinateur, la dévaluation elle est minime, c'est 20 centipions, 30 centipions. Concrètement, le problème c'est qu'on va surtout devoir concéder la paire de fous. Je pense que l'explication elle est partiellement psychologique, c'est qu'on nous apprend toujours qu'il ne faut pas sortir la dame à l'ouverture. Mais dans ce cas particulier, c'est basé sur une idée très concrète. En fait, après cavalier C6, je vais simplement clouer avec fou B5 et je vais renoncer à la paire de fous pour obtenir en échange un avantage de développement. En prime avec ma dame au centre et mon pion au 4, j'ai l'avantage d'espace. Et je vais avoir globalement un développement facile et assez harmonieux, comme vous allez le voir. Donc là, philosophiquement, on est dans le cas que j'ai illustré avant, c'est-à-dire que j'ai pas de connaissance précise de chaque ligne issue de cette variante, mais j'ai une assez bonne compréhension stratégique de la position parce que je l'avais déjà un peu étudié et je connaissais les plans dans certaines lignes clés. Et j'avais aussi vu quelques situations pour potentiellement punir l'adversaire, notamment s'il est très gourmand, en croyant par exemple avoir une attaque plus rapide sur les rocs opposés, comme ça a été le cas dans la partie. Alors déjà, mon adversaire il passe 15 minutes sur Dame prend D4 et déjà en soi c'est un premier succès de l'ouverture qui était vraiment bien mon propos. En fait ce qui se passe c'est que les noirs doivent quand même réfléchir pour compléter leur développement vu qu'ils peuvent pas faire de fianchetto. Et après cavalier F6, fou G5 pose des petits problèmes de développement immédiat. Alors ils sont faciles à résoudre donc je comptais pas spécialement là-dessus pour retirer mon épingle du jeu. Tout ce que je sais c'est que j'ai une assez bonne compréhension stratégique de la position et mon adversaire vraisemblablement il est pas très à l'aise. Alors on complète nos développements et vous notez au passage que moi j'ai que des coups naturels à jouer. Et après mon dernier coup de tour, mon adversaire commet sa première véritable imprécision. Au lieu du simple petit roc, il a pensé jouer un coup plus flexible avec Dame C7, mais c'était une erreur. Ce qu'il est important de noter, c'est que Dame C7 c'est en général un coup thématique des siciliennes. Notamment la Taïmanov par exemple. Quand vous avez mis votre adversaire hors préparation par une petite ligne, il va en général chercher à se raccrocher à sa mémoire. Par analogie avec d'autres lignes qu'il a déjà jouées et qui lui sont similaires. Donc a posteriori, dans cette position, c'est une erreur qu'on peut anticiper, j'aurais dû savoir la punir un peu plus efficacement. En fait, j'avais une solution tactique radicale avec fou prend F6, parce que s'il prend du fou, je gagne D6, et s'il prenait du pion G, j'avais cavalier D5. Mais en vérité, j'étais pas aussi bien préparé sur cette petite ligne que j'aurais dû l'être, et j'ai pas trouvé ce coup. Alors je vous ai mis cette petite ligne pour illustrer, mais en gros, les problèmes sur la colonne E vont être fatals au noir. Et vous allez voir que même sans avoir su punir immédiatement tactiquement mon adversaire, j'ai quand même pu trouver des compensations stratégiques. On a tranquillement complété nos développements avec des coups naturels, et en fin de compte, l'imprécision de son coup Dame C7, il va tout de même la payer en devant me rendre la paire de fous.
Donc thématiquement avec B5, B4, il lance une attaque sur mon roi. Mais cavalier B5 attaque la dame et il est un peu obligé de me rendre la paire de fous. S'ensuit une petite séquence de coups tactiques plus ou moins forcés. Et puis je démarre moi-même mon expansion. Mon adversaire me prouve alors qu'il n'est pas très à l'aise par une séquence de coups de dame un peu étrange. Après dame B6, cavalier F3 qui propose l'échange des dames. Mon adversaire rejoint encore sa dame en estimant qu'il peut obtenir plus. C'est ce qui est assez piégeur dans cette position, c'est qu'elle donne l'illusion que les noirs sont plus rapides sur l'attaque, mais c'est pas le cas. Notamment parce que mes pions vont gagner 2 tempos sur le fou. Dans cette position, il commet une erreur fatale, il joue fou F8. Et j'avais déjà en tête une petite combinaison que je vous laisse trouver, vous pouvez mettre en pause. Mon premier coup, il est assez évident, c'est G6. Ce qu'il fallait voir après, c'est qu'aussi bien sur la capture par le pion F que sur le coup de mon adversaire, j'allais jouer cavalier G5. Et le cavalier intouchable à cause du mat en H7. Alors à ce stade, la partie est complètement perdante pour les noirs. Et ça n'a plus d'intérêt pour notre propos. Mais pour la petite anecdote, je vais quand même vous raconter parce qu'humainement c'est très enrichissant. Vous vous dites probablement qu'après cette sublime partie, j'ai dû gagner sans difficulté. Mais pas du tout. Faut vous imaginer que je suis encore un gamin et dans ma tête c'est l'euphorie totale. C'est la première fois que je joue contre un maître, j'ai 15 ans et je gagne. Pour moi c'était tout simplement invraisemblable. J'étais déjà en train de penser à la victoire, à ce que les autres allaient en penser. J'étais tout fier à l'idée de montrer la partie aux joueurs de mon club. En bref, j'étais plus concentré et j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai commencé à jouer coup inférieur sur coup inférieur et j'ai fini par la perdre. Une partie qui restera gravée à tout jamais dans ma mémoire pour me rappeler que le jeu d'échecs est un affrontement d'humains. Et je vous dis à la prochaine vidéo où nous plongerons au cœur du Gambirois.